Les belles histoires sur LinkedIn sont rares. Il y en a, mais c'est rare. Et à quel moment de ta carrière tu te dis, ok, je me sens prêt à me lancer à mon propre compte? À tard, hein, du coup, comme tu vois. J'ai mis 20 ans. En fait, je voulais faire ça bien. Du coup, je me suis dit, je veux pas faire le jeune fou qui stresse parce qu'il a commencé à faire sa boîte et il prend des risques qu'il ne comprend pas. Donc, je me suis dit, en fait, je vais essayer de faire plusieurs métiers dans cet écosystème et me lancer. Et le plus technique d'entre tous, c'était vraiment développeur. Et c'était une option où, à la manière de l'école 42, on s'enfermait avec un groupe d'étudiants dans un projet qu'on devait mener de bout en bout. Et du coup, on dormait 4 heures par nuit, hein, et on apprenait tout de zéro. Et à la fin, il fallait qu'il y ait quelque chose qui tourne et qui soit visible. Et je me suis dit, en fait, si je fais cette option très tech, j'arriverai à aller sur les autres métiers dans ma vie. Alors que si je fais l'inverse, ça risque d'être plus compliqué d'aller sur le métier très tech. Après, je suis passé, du coup, j'ai expliqué, responsable d'équipe, puis directeur, chef de projet, directeur de projet. Là, tu mesures quand même beaucoup moins ton impact dans la journée. Tu passes ta journée à faire des réunions, des comités de pilotage. À la fin de la journée, tu peux légitimement te poser la question de qu'est-ce que tu as fait. Du coup, j'ai discuté avec des gens qui étaient eux-mêmes patrons d'entreprise et qui m'ont dit, si tu veux un réseau, le meilleur moyen d'avoir un réseau, c'est d'être commercial. Alors, j'avais une vision très délétère des commerciaux. C'était pas du tout un rôle qui me faisait rêver. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai, les commerciaux, c'est un peu la vitrine d'une société, c'est un peu qui rencontre beaucoup de gens. Donc ça m'est déjà arrivé quand j'étais directeur commercial d'avoir une société qui a mis la clé sous la porte. C'est un peu relou quand tu as 200 000 euros que tu peux pas récupérer. Parce que en fait, quand une société est en liquidation et en redressement, la première chose qu'il paye, c'est les salariés. Ensuite, il paye l'État. Et ensuite, il va payer ses créanciers, c'est les gens à qui ils doivent de l'argent. Et en fonction de la santé de tes créanciers, si tu vas bien, t'es dernier dans la liste. Donc, nous, on était une société qui allait bien, donc on savait qu'on n'allait pas récupérer notre argent. C'est un peu chiant. En fait, les niveaux de salaire des consultants, ça va de 40K à 80, 85 pour les plus seniors. Ça peut aller jusque-là, ouais. D'accord. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et Success Story Data. Aujourd'hui, comme on peut le constater, nous sommes dans les studios d'Imaya. Donc on va remercier François qui nous a permis de nous retrouver en présentiel pour la première fois. Bonjour Charlotte, bonjour François. Bonjour. Bonjour Émilie, bonjour François. Comme l'a dit Émilie, aujourd'hui on a vraiment le plaisir de recevoir François. On va démarrer tout en douceur. On va te demander d'abord de te présenter pour les personnes qui te découvrent dans ce podcast. Très bien, moi je m'appelle François, je suis aujourd'hui cofondateur d'Imaya. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a créé la société, donc c'est une jeune société. On est quand même 25, donc on grandit de manière correcte. Avant, j'ai eu un parcours plutôt technique dans mon historique et j'ai fait beaucoup de métiers. Si c'est ça qui peut vous intéresser, je pense que il y a quelques métiers d'ailleurs que vous ne pouvez même pas soupçonner que j'ai réalisé. Non. Ok, intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que François, du coup, tu es le cofondateur d'Imaya, qui est, on peut le dire, une ESN, qui accueille des consultants et qui va les placer au sein des clients, chez les clients. Oui, avec un positionnement qui est... En fait, j'ai toujours travaillé dans des ESN depuis le démarrage de ma carrière et je me suis toujours battu contre les silos et pour la communication entre les différents services. Et donc notre positionnement, c'est de casser les silos et d'avoir des personnes qui sont côté produit et des personnes qui sont côté tech, des personnes qui sont côté data et de faire en sorte que ces personnes se comprennent, communiquent entre elles. Donc du coup, voilà, c'est notre positionnement aujourd'hui. Donc on a dans les 25 personnes, des gens qui sont des product managers, des personnes qui sont tech et des personnes qui sont côté vraiment data. Ok, et ce silo-là, comment on arrive à le casser? Alors ça passe par déjà beaucoup de, une pugnacité, mais surtout par une culture commune et par un alignement du vocabulaire aussi. C'est-à-dire c'est possible de se parler, de donner des termes qui se ressemblent et de pas en avoir la même interprétation. Donc déjà ça passe par vraiment un alignement du vocabulaire, par des
façon d'interagir, donc se rencontrer régulièrement, mais quand même pas trop, parce que sinon c'est... Donc trouver le bon rythme. Il y a des daily meetings que vous connaissez souvent, et des fois c'est trop. Donc trouver le bon rythme. Donc ça passe surtout par se connaître et comprendre le métier des autres. Donc c'est se mettre dans la place de un product manager quand je suis tech, et quand je suis product manager, se mettre dans la place des techs. Tu as dit que tu as commencé par la technique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours-là dans la technique? Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme métier? Qu'est-ce que tu as pu faire avant de devenir ce que tu es aujourd'hui? Donc j'ai fait, moi, une école d'ingénieur généraliste. Et j'avais environ 12 options possibles qu'il fallait que je choisisse le plus tard possible. C'était bien pour moi parce que j'étais très curieux et tout m'intéressait. Et le plus tard possible, c'était dans les 6 derniers mois du parcours d'ingénieur qui est en Bac+5. Du coup, au bout donc dans cette dernière spécialisation, j'avais le choix entre le métier très sales, chefferie de projet, à des métiers techniques. Et le plus technique d'entre tous, c'était vraiment développeur. Et c'était une option où, à la manière de l'école 42, on s'enfermait avec un groupe d'étudiants dans un projet qu'on devait mener de bout en bout. Et du coup, on dormait 4 heures par nuit, et on apprenait tout de zéro. Et à la fin, il fallait qu'il y ait quelque chose qui tourne et qui soit visible. Et je me suis dit, en fait, si je fais cette option très tech, j'arriverai à aller sur les autres métiers dans ma vie. Alors que si je fais l'inverse, ça risque d'être plus compliqué d'aller sur le métier très tech à l'avenir. Et moi, comme je suis curieux, j'avais envie de tout faire. Ouais, c'est comme ça que tu démarres en tant que développeur, c'est bien ça. Quels sont les technos que tu as implémentés à ce moment-là? Alors à l'époque, c'était du Java, ça va. C'était pas, ça aurait pu être pire. Oui, effectivement. Donc non, j'ai évité la période COBOL. Voilà. Donc moi j'ai commencé sur du Java, qui étaient des technos qui étaient plutôt bien en termes de performance et qui évoluait assez vite à l'époque. Il y avait souvent des nouvelles versions de JDK, JRE. Et puis il y avait pas mal de bases de données aussi qui évoluaient autour, faites avec IBM, faites avec Oracle. Donc tout ça, c'était un écosystème dont j'évoluais. Et le tout premier projet que j'ai fait, justement avec mon groupe d'étudiants, c'était un projet dans la data. Donc, on a décidé de faire un simulateur de propagation d'épidémies en 3D en France. Et donc, du coup, on avait une carte de France où, en fonction des caractéristiques de l'épidémie, eh bien, on voyait la propagation qui avançait. Et en fonction des actions que l'on prenait, de confinement, de vaccination, comment l'épidémie évoluait. Donc voilà. Mais je parle de ça, c'était largement avant le Covid, donc on n'a pas eu de market fit. Ah, ok. Ok. En tout cas, c'est intéressant parce que du coup, tu démarres avec le Java, tu es développeur, mais j'aimerais savoir aussi comment se passe ta première intégration dans le milieu de l'emploi. Donc, tu vas démarrer dans une ESN. Est-ce que c'est justement grâce à cette première intégration que tu vas savoir que c'est vraiment là où ta place est, ou est-ce que au contraire, ça va plutôt te révolter par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les ESN et te faire vouloir créer une autre aujourd'hui? Comment ça se passe en fait? Pourquoi Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte. Ouais. C'était en 2002. Ah d'accord. Ouais. Et ben 2002, c'était pas top le marché de l'emploi. C'était après la crise de l'an 2000, ça vous connaissez. Bon, j'avais 3 ans, mais ok. J'avoue, je me sens vieux maintenant, mais du coup, donc c'était pas super le marché de l'emploi à l'époque. On galérait quand même pas mal. Les boîtes avaient gelé leur embauche. Du coup, trouver un emploi dans la tech, c'était pas simple, mais bon, il y avait pire. Il y avait ceux qui étaient bio, dans la bio, alors eux, ils n'arrivaient pas non plus. Donc finalement, la tech reprenait un peu. Et les projets les plus intéressants que j'avais trouvés, c'était dans des ESN. Et c'était des projets qui m'animaient bien. Et c'est ça en fait moi qui m'a guidé tout au long de ma carrière, c'était les projets que l'on devait réaliser et la mission pour laquelle en fait on le faisait. Et ce qui m'animait bien moi aussi, c'était plus c'était compliqué, plus j'aimais ça. Creuser, vraiment essayer de comprendre aussi le besoin réel des utilisateurs, parce que des fois il y a une surcomplexification, je pourrais dire ça comme ça, qu'en fait il n'y a pas besoin. Du coup, et c'est ça que j'aimais bien moi, c'était des projets très compliqués, mais techniquement, parce que c'était là où j'avais plus d'appétence. Donc au premier emploi, bon déjà t'es le jeune stagiaire fou, ça c'était moi, donc il n'avait pas peur, parce que plus le challenge était grand, plus ça m'animait, et du coup j'osais beaucoup.
Je me souviens que du coup mon ESN, parce que j'ai commencé par une ESN, hein, j'ai fait que ça, donc un jour le client nous appelle parce qu'il y a un bug, aussitôt moi je prends mon sac à dos et il me dit mais tu fais quoi? Bah là il y a le client qui est bloqué, il a un bug, j'y vais. Non, en fait, tu peux te calmer, le stagiaire. Moi, j'étais le jeune stagiaire fou comme ça. Et j'ai kiffé. Et en fait, finalement, ils ont kiffé aussi, les gens avec qui j'ai travaillé, parce que je suis encore en contact avec eux aujourd'hui, ils me ressortent ce type d'anecdotes. J'avais envie, quoi. J'avais envie de comprendre, j'avais envie d'apprendre, et j'avais envie d'aider les clients quand ils avaient des problématiques auxquelles il fallait répondre. Et François, de 2002, est-ce qu'il était carriériste ou est-ce qu'il pensait déjà, il avait déjà un projet professionnel bien tracé avec ce qu'il voulait faire dans 15-20 ans? François de 2002, il voulait... Non, en fait, François il ne voulait juste pas s'ennuyer et il voulait apprendre. Une journée où j'avais pas appris un truc, où j'avais pas rencontré quelqu'un, c'était une journée où j'avais l'impression de faner, quoi. Donc c'est juste, moi ce que j'aime bien, c'est kiffer un peu ce qu'on fait et trouver une synergie avec les gens avec qui je le fais. Donc non, pas carriériste. C'était pas forcément ce qui me caractérisait. Maintenant, évidemment, tout le monde a besoin de reconnaissance. Et si je fais des trucs cool et que au bout d'un moment, t'as pas de reconnaissance, t'as plus envie de faire des trucs cool, quoi. Et ça, je l'ai vécu justement dans cette première scène où on faisait des trucs cool et mes collègues, je les ai vus ne pas se faire augmenter parce que, comme je disais, c'était un peu la crise et du coup, c'était frustrant pour eux et la dynamique se casse et là tu fais plus les choses pareilles. Moi j'aime bien prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien. D'accord. Et à quel moment de ta carrière tu te dis ok, je me sens prêt à me lancer à mon propre compte? À tard, hein, du coup, comme tu vois. 20 ans. En fait, je voulais faire ça bien. Du coup, je me suis dit, je veux pas faire le jeune fou qui stresse parce qu'il a commencé à faire sa boîte et il prend des risques qu'il ne comprend pas. Donc je me suis dit, en fait, je vais essayer de faire plusieurs métiers dans cet écosystème et me lancer. J'avais toujours eu envie, dans cet esprit, de me lancer. C'est un truc que j'avais envie de faire, créer une boîte avec des gens qui étaient tout aussi passionnés que moi. C'était vraiment une de mes envies. Maintenant, je me suis dit, je vais quand même prendre le temps de le faire bien. Du coup, je l'ai fait il y a 2 ans seulement, hein. Même les idées m'ont titillé avant, mais j'avais besoin avant de faire une boîte, je me suis dit, il me faut un réseau. Parce que si j'ai pas un réseau et que demain je crée une société, en fait ça peut me ralentir et ça peut que m'accélérer que d'avoir un réseau. Et du coup, j'ai discuté avec des gens qui étaient eux-mêmes patrons d'entreprise et qui m'ont dit, si tu veux un réseau, le meilleur moyen d'avoir un réseau, c'est d'être commercial. Alors j'avais une vision très délétère des commerciaux. C'était pas du tout un rôle qui me faisait rêver, mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai, les commerciaux, c'est un peu la vitrine d'une société, c'est un peu qui rencontre beaucoup de gens et quand tu fais ton rôle avec conviction et les choses bien, ça te permet d'avoir un réseau. Et du coup, je l'ai vu comme ça et je me suis constitué un réseau et grâce à ça, Imaya, qui est né du coup en 2022, fin 2022, on était 10 avec 10 clients différents. Parce que comme ça, grâce à mon réseau, j'ai pu recontacter des gens que je connais bien. Voilà, mais je veux savoir, parce que quand tu dis que tu as réussi à créer un réseau, on pourrait croire que c'est facile, qu'il faut aller sur LinkedIn et puis juste faire des demandes d'amis et comme ça on se crée un réseau. Non, c'est long. Avant de créer Maya, j'ai fait 5 années en tant que directeur commercial. Voilà. Donc c'est long, 5 ans. Ouais. Et avant d'être directeur commercial, j'étais avant dans la gestion de projet, chefferie de projet, pour bien comprendre comment ça marchait aussi dans les équipes de développement. Donc du coup, pendant 5 ans, oui, j'ai pu constituer un réseau et ça ne se faisait pas que par LinkedIn. Les belles histoires sur LinkedIn sont rares. Il y en a, mais c'est rare de rencontrer des gens en réel sur LinkedIn. Aujourd'hui, je dois avoir 6000 personnes dans mes contacts LinkedIn. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une centaine. Ce qui fait pas grand chose, ce qui est déjà beaucoup, je pense. Ouais. Je dis une centaine, mais en fait non, tu rencontres des gens quand tu sors, quand tu vas à des événements, quand tu organises des événements. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui chez Maya, parce que j'y crois beaucoup. Ouais. Le contact humain est important. Mais oui, non, c'est long. Et toutes les graines que tu sèmes,
elles mettent à peu près 1 an avant de te récolter quelque chose de palpable. C'est pas avant. Mais du coup, enfin, ce que je comprends, c'est que tu as maturé l'idée depuis la chefferie de projet. Donc, ça veut dire que tu avais déjà cette vision-là et qu'au fur et à mesure que tu gravissais les échelons, tu te rapprochais de ton objectif. C'est bien ça? Exactement, ouais. D'accord. Et à quel moment tu as su, c'est bon, c'est le moment, je peux me lancer? Donc, avant de créer Imaya, j'étais une société qui s'appelait Tiga, qui est une société qui est dans le product management. Et je trouvais qu'il y avait un manque, un trou dans la raquette dans cette société, qui était donc très axée product management, qui le faisait super bien. Et moi, je viens de la tech. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui m'animait de faire une boîte tech. Ça a été évoqué avec eux. Mais finalement, je me suis dit, en fait, c'est maintenant. La roue tourne. J'avais 42 ans. Je me suis dit, j'ai encore de l'énergie. Je sais que les 2 premières années de création de boîte, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que j'aurai encore l'énergie à 45? J'étais pas sûr. Et j'avais des belles années encore à faire chez Tiga. Franchement, c'est super boîte. Je kiffe encore. Et je me suis dit, voilà, tout est trop beau, faut le faire maintenant. Faut pas partir quand ça va pas, en fait. Et se dire, je le fais pas parce que, enfin, je le fais parce que pour de mauvaises raisons. Là, je le sais parce que ça allait trop bien et c'était trop cool. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on y va. Et donc tu l'as fait chez Tiga, si non, je comprends bien? non. Ça a été évoqué, mais finalement, je l'ai fait sans eux. Okay. Donc, je me suis lancé. Non, mais en fait, ça m'a donné des petits déclics en parlant avec eux, Ouais. en l'évoquant avec eux. Et finalement, je l'ai fait sans eux. D'accord. Et je voudrais juste finir avec cette question-là. Comment on fait pour créer une entreprise? Enfin, moi, c'est vraiment la question qui me brûle les lèvres. On commence par quoi? Alors, j'avoue, j'ai appelé un ancien chef d'entreprise que je connais bien. Je lui ai expliqué mon idée. Il m'a dit, bon, ok, hyper facile. J'appelle mon avocat, on dépose des statuts, on s'associe ensemble, on fait une répartition capitalistique. Il en avait créé 20, des boîtes comme ça. Ça m'a vraiment guidé. Donc, du coup, en plus, ça m'a rassuré. Parce que je me suis dit, je fais une connerie. Il va me le dire très rapidement parce que je connaissais son caractère de chef d'entreprise. Et donc, du coup, en fait, ça a été ultra rapide. Voilà. Mais après, oui, comme on fait, bah, on appelle des avocats, on dépose des statuts, on ouvre un compte grâce au statut professionnel. Et après, on cherche ses associés. Avant, on cherche ses associés. C'est le plus dur d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Le plus dur, je pense que c'est trouver les bonnes personnes avec qui commencer l'aventure et se mettre d'accord sur une répartition capitalistique qui est maintenant, c'est-à-dire bon, le capital, tu vois, c'est, je sais pas, je vais découper ça en pommes, c'est une pomme. Combien de parts de cette pomme on a et se projeter dans 10 ans. À quoi va ressembler cette répartition, voilà. Et en fait, et se mettre d'accord maintenant pour les 10 prochaines années. Et rester d'accord. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut laisser quand même la place à d'autres personnes qui rejoindraient une société. Voilà, c'est pas facile. Donc lui, il l'a fait de nombreuses reprises. Du coup, ça me rassure aussi parce que cette répartition, pour lui, elle était claire. Il fallait faire comme ça, pas autrement. On s'est challengé de manière tous et on s'est trouvé à 3 avec mon associé du coup, Johan. Et en fait. À 3, on arrive à avoir des discussions qui aboutissent. J'ai vu beaucoup de personnes qui essayaient à 4. Ça devient plus compliqué. Voilà. Après, quand tu es tout seul et quand tu fais les choses, bon, ça va. À 2, ça va. Il y a des gens qui font 50-50, des gens qui font pas 50-50. Enfin, ça dépend aussi du risque que tu prends. J'ai personnellement pris pas mal de risques parce que j'avais une situation super cool et j'ai tout quitté quoi pour voilà. Et ça fait 2 ans aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pris pas mal de risques pendant ces 2 dernières années en fait. D'accord. Ok. Et justement, dans ce processus de création d'entreprise, est-ce que, en plus du mentorat dont tu as bénéficié, est-ce que tu as suivi des formations particulières? Non, je me suis entouré des bonnes personnes. D'accord. Ouais. C'est les personnes avec qui je me suis entouré qui nous ont permis en fait de me rassurer continuellement et qui me rassurent encore. Par exemple, j'ai pris un comptable qui a l'habitude de travailler avec des sociétés de conseil. Du coup, il est capable de me dire, bah là, tiens, cet indicateur-là, par rapport aux autres, au même âge, ils avaient ça au minimum, ils avaient ça maximum, bah toi t'es pile poil, donc c'est super. Ou alors toi t'es trop haut, toi t'es trop bas. Donc en fait, je me suis entouré de personnes qui avaient l'habitude de créer ça, ce type de société. Pas forcément de formation. Après j'étais directeur commercial et en fait directeur commercial, t'as une notion du business
c'est toi qui fais un peu rentrer le business, qui comprend que il faut que les clients aient un bon de commande pour pouvoir facturer, et que ensuite la facture, si tu l'as pas payée, il faut aller retrouver les raisons pour lesquelles la facture a été bloquée. Enfin, tous ces mécanismes là, moi ça faisait 5 ans que je les faisais, donc je les connaissais bien. Je sais aussi que il faut être continuellement honnête avec les gens, parce que en fait si tu commences à en faire trop ou pas, ça marche une fois mais pas deux, donc tout se voit, tout se sait, donc en fait c'est des principes comme ça que j'avais très vite compris parce que je les avais déjà vécu moi de l'intérieur, et en plus je sais que c'est des mauvais calculs. Du coup non, j'ai pas pris de coaching pour créer une société, non. Mais est-ce que tu en as pris quand même pour être directeur commercial? Pour être directeur commercial, ouais, j'étais entouré de personnes qui étaient avant d'être directeur commercial, j'étais commercial. Donc ouais. Et du coup, j'ai suivi. Je suis encore en contact avec la personne qui était directeur commercial avec moi. Et voilà, il y a des principes de base que cette personne avait, que j'applique aujourd'hui, et que voilà, c'est. Et pour un développeur, passer de développeur à commercial, est-ce que il y a quand même des choses qu'on doit apprendre? Est-ce que c'est tout un autre univers ou Complètement. Quand tu passes de développeur à directeur commercial, je pense que j'ai mis même alors attention, j'ai eu plusieurs vies. Développeur, c'était assez bien parce que tu fais ton code dans la journée. Après, tu sais s'il tourne, tu le vois en production. Il y a des recettes, il y a des tests de performance dessus. Il y a une espèce de satisfaction sur le travail réalisé au quotidien. Moi, je développe encore, donc j'aime bien. C'est quelque chose que tu peux mesurer dans ta satisfaction et dans ce que tu as fait dans la journée. Après, je suis passé, du coup, j'ai expliqué, responsable d'équipe, puis directeur, chef de projet, directeur de projet. Là, tu mesures quand même beaucoup moins ton impact dans la journée. Tu passes ta journée à faire des réunions, des comités de pilotage. À la fin de la journée, tu peux légitimement te poser la question de qu'est-ce que tu as fait. Non mais c'est vrai, moi ça me perturbait. Du coup, ton cerveau, il met du temps à se reprogrammer pour être quand même en train de se dire oui, ce que je fais apporte de la valeur et le job est done. Du coup, j'ai mis en place des mécanismes d'organisation. Je sais pas si vous connaissez Getting Things Done, justement, d'organisation avec David Allen. C'est ce qui te permet de te projeter sur les actions faciles à faire, que tu peux faire en 2 minutes très vite, les actions moyen terme, les actions long terme. Et donc, du coup, ça te permet de structurer un peu ton cerveau autrement. Ça met 6 mois à se mettre en place pour que tu commences à être satisfait de ce que tu arrives à ce que tu fais pendant tes journées, qui n'est plus du code, du coup. Après, directeur commercial, même commercial, c'est encore autre chose. Parce que quand tu es chef de projet, tu peux te satisfaire de j'ai fait des réunions, j'ai fait aider ce projet-là, ces équipes-là à délivrer ce projet-là, ce client-là, je l'ai aidé pour telle ou telle raison. Commercial, tu passes ta vie en rendez-vous, à faire des rendez-vous découvertes, tu expliques ce que fait la société, tu vas dans des salons, mais là, la notion, encore une fois, pour toi, la fin de ta journée, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Elle est compliquée à mesurer aussi. J'ai remis 6 mois à retransformer, à reprogrammer le cerveau. Et c'est long, ces 6 mois-là. J'avoue, des fois, tu te dis, mais ça sert à rien ce que je fais, quoi. Mais non. Parce que comme je l'ai dit, toutes les petites graines que tu sèmes quand tu es commercial, tu mets 1 an à les récolter. Donc il faut tenir le coup. Il faut laisser le temps à son cerveau de se reprogrammer de la bonne façon et pas baisser les bras. Alors je dis ça parce que j'avais des collègues au même moment qui se sont lancés comme moi commercial. Donc qui étaient pareil, ils ont mis plusieurs personnes commerciales au même moment. Et eux, ils ont baissé les bras au bout de 6 mois. Ils sont partis. Et moi, j'ai tout récolté. Je dis super bien tout ce qu'il a fait, trop bien et tout. Et eux, ils me disent encore, mais non, j'ai rien fait, c'était pas. Bah si, tu te rends pas compte tout ce que tu as fait. Mais en termes de salaire, quand on devient commercial, est-ce que c'est un gap ou plutôt Alors moi, je suis resté dans la même société. Alors le deal, c'était pas ça. Ouais. Le deal, c'est commercial. T'as un fixe qui est bas par rapport à un développeur. Voilà. T'as un fixe qui est bas, mais un variable qui est plus que le fixe dans certains cas. D'accord. Du coup, développeur, t'as pas de variable, c'est un truc qui n'existe pas. Du coup, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est en fait, tu vas garder ton fixe qui était haut, du coup, pour un commercial, et tu auras un petit variable. Donc j'ai commencé comme ça, ce qui m'allait, moi, parce que je me suis dit, c'est cool,
je crois que j'ai 5K de variables, c'est super. Bon, c'est ridicule. Après, je me suis rendu compte que c'est ridicule, mais ça permet au moins de comprendre cette mécanisme de fixer de variables et de l'implémenter. Après, ça a vite changé, hein, mais au début, voilà, moi je suis resté dans la même société, ils allaient pas me baisser mon fixe, donc j'étais un peu l'anomalie dans les commerciaux parce que en fait au final j'avais la même chose qu'eux, mais j'avais beaucoup plus de fixe que de variables. D'accord. Et quand on fait cette transition-là quand on fait la transition de développeur à commercial, quelles compétences on doit mettre en avant? Parce que j'imagine que c'est deux mondes différents. Le développeur, il passe toute la journée à faire du code, et le commercial, lui, il est amené à être en contact permanent avec un public. Donc, quelles compétences il faut mettre en avant, ou plutôt, s'il y a des formations à suivre, lesquelles conseils? Oui, alors bon, je suis pas devenu, du coup, j'ai quand même eu la chance en étant chef de projet donc j'ai fait chef de projet, j'ai fait Scrum Master, j'ai fait Product Manager même, enfin j'ai fait vraiment tous les rôles d'avoir une posture avec des clients qui étaient en fait pas que la posture de développeur, on va dire, où j'étais malheureusement en costard-cravate, des choses comme ça. Du coup, c'est plus facile pour moi de faire la transition de développeur à commercial, parce que j'avais cette habitude de porter des vestes, d'être... Après, j'ai appris que finalement, quand on est commercial, il faut s'habiller à peu près comme le client, mais toujours un ton au-dessous. Je peux pas arriver en costume 3 pièces. Son ego. Exactement. Il faut pas être arrivé en costume 3 pièces, cravate et tout, si mon client en face de moi est en polo. Ça va paraître très décalé. Bon, à l'époque, ils étaient pas en polo, mais ils étaient en veste. Bon, bah, toi, t'es en veste, avec une chemise, et des baskets. Lui, il a des chaussures. Enfin, donc tout ça, c'était des choses qui comptaient. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait vraiment s'adapter à son interlocuteur, à la personne, ce qui peut-être quand on est développeur n'est pas un critère. Moi quand j'étais développeur, moi ce que je voulais c'était lui prouver que la façon dont je développais et ce que je développais c'était la bonne façon, le temps qu'il me fallait allait être exploité de la bonne façon, et c'était pas ma posture n'était pas très importante. Là on est beaucoup plus dans l'humain et dans l'interconnexion avec les gens, mais de façon authentique, quoi. Il faut pas non plus en fait il faut être vrai, donc il faut être bien dans ses baskets, il faut être avoir envie de prendre soin de soi, parce que finalement et quand on est développeur c'est pas non plus ça. Moi je pouvais passer des nuits blanches à coder et tout ça. Si je fais ça aujourd'hui, j'arrive le lendemain avec des yeux de panda, c'est un peu compliqué. Donc en fait c'est différent la façon le cerveau doit vraiment être reprogrammé. C'est pas les mêmes choses. Donc faut penser à soi. C'est bizarre, hein, mais il faut penser à soi, faire du sport. Il faut vraiment trouver un équilibre sain qui fait que, en fait, et être discipliné sur certaines choses. Et développeur, faut être très discipliné aussi. Faut penser à soi aussi, sinon ça tient pas non plus. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est plus dans la performance de son code. Autre chose aussi qui m'a beaucoup changé, c'est le focus. Quand j'étais développeur, moi je pouvais rester focus sur une tâche très longtemps. Et là j'ai appris que le commercial, c'était mort le focus. Il y avait absolument tout qui pouvait te déranger. Et retrouver le focus, c'était long, c'était compliqué. Puis des fois tu commences des tâches que tu ne finis pas. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça, c'est encore un truc sur lequel j'essaie de travailler aujourd'hui. Parce que ça me frustre. Parce que moi j'aime bien être focus des fois, être dans un flow et tout, mais quand un client t'appelle, quand il te rappelle, tu fais quoi? Là tu te dis ouais ok, faut que j'y aille. Quand tu t'es fixé un créneau, un rendez-vous, faut que je fasse. Quand tu t'étais réservé une plage horaire et que finalement c'est le seul créneau disponible, il y a toujours un truc qui peut arriver, ça me frustre encore un peu dans l'organisation de la semaine, où j'arrive pas à tout maîtriser, quoi. Tu maîtrises pas ton emploi du temps. Tu sais pas ce qui va se passer dans la journée, presque. Ouais. Et en 2022, c'est vrai que le monde de la tech pullule un peu d'ESN. Est-ce que ça ne t'a pas freiné de voir qu'il y avait autant de concurrents? Parce que potentiellement, ça aurait été plutôt un frein à te dire tu as raté le coche, c'est plus le bon moment. Mais tu as voulu quand même te lancer. Alors, je me suis posé la question. En fait, j'ai longtemps cru qu'il fallait que je trouve l'idée que personne n'avait trouvée. C'est ce qu'Emilie et moi, on essaye de faire. Pardon. Et en fait, j'ai beaucoup vu de gens qui ont créé des idées que personne n'avait trouvées et qui finalement, se sont révélées compliquées et ont du mal à défendre, et il manquait toujours un truc. Bon, finalement, ça n'a pas... Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Voilà. Donc, j'ai pris plutôt le contre-pied de plutôt trouver un business un peu sûr,
Je vais pas être milliardaire demain avec ce business, clairement pas. Mais j'aime bien l'humain. J'ai envie de travailler avec des personnes qui kiffent ce qu'ils font. Et je me suis dit, bah en fait, moi, je veux faire une ESN avec des gens qui aiment ça, qui kiffent ça et qui les font bien, qui partagent ça. Et en fait, des ESN comme ça, il y en a finalement peut-être pas tant que ça. Donc voilà, moi j'ai envie de faire ça et comme je disais au début, casser les silos entre les différents métiers, produits, tech et data. Et pareil sur ce positionnement-là. Alors aujourd'hui, il commence à y en avoir qui parlent produits alors qu'ils sont tech, qui parlent tech alors qu'ils sont produits. Par exemple Tiga, et c'est bien parce que en fait je me dis en fait c'est une concurrence que je vois saine aussi. Ça me permet d'élever un peu, de me renouveler, donc non, moi je me dis ok, c'est un business et puis il y a une certaine solidarité quand même. Ouais, on n'est pas tous des requins, hein. Non. D'accord. Ok. Et ces pépites-là, comment tu arrives à les recruter? Parce que moi, je peux me mettre en face de toi et te raconter des belles histoires. Mais comment tu arrives à détecter les pépites que tu intègres dans tes équipes? Donc nous, on a un processus en 3 temps. Okay. Le premier temps, tu rencontres un des 2 associés, donc Johan ou moi. Et le deuxième temps, c'est plus avec donc les personnes tech qui vont faire du live coding avec toi. Du coup, ils vont pouvoir voir quels sont tes réflexes, comment tu penses les choses, qu'est-ce que tu développes, est-ce que tu penses à tout. Et ils vont surtout voir comment est-ce que tu accueilles le feedback. D'accord. Et à partir de ces éléments-là, ils vont se projeter à travailler demain avec toi. Ils peuvent être durs des fois, hein. Mais c'est pas parce qu'ils sont durs avec toi que ça va pas mal se passer en fait. Ouais. Donc, et un petit truc qu'ils aiment bien, c'est qu'à la fin de l'entretien, ils ont appris quelque chose. Donc ça, bon, c'est pas tout le temps non plus. Et si tu coches un peu toutes ces cases, et à la fin tu rencontres l'autre associé pour valider que voilà, on est bien dans le même mindset, même valeur et tout. Et si tu coches toutes ces cases, ouais, tu as des chances de nous rejoindre, et comme ça, nous, à partir du moment où on a les mêmes valeurs aussi, c'est très important. Ouais. On arrive à faire progresser les gens et à apprendre en plus. Rassemblement, puisqu'on a appris pendant l'entretien. Donc voilà. Mais ça veut dire que vous ne recrutez que des seniors alors, si vous voulez apprendre. Ouais. Mets-toi à la place d'un client qui appelle Imaya demain. Ouais. Ils vont pas comprendre si je prends quelqu'un de junior, parce qu'il va se dire en fait ça je sais faire quoi, ou je peux appeler n'importe quelle société qui sait faire. Donc effectivement, on a commencé avec que des seniors et la moyenne d'âge en expérience c'est 8 ans. Sur les 25. Donc c'est énorme. Mais comment vous faites pour qu'un senior vous fasse confiance? Parce que... Ah oui, c'est pas facile. Mais comment on fait? Déjà, j'ai eu la chance pour la plupart, pour certains, les premiers en tout cas, déjà avoir travaillé avec eux. Même en tant que directeur commercial, quand je les ai rappelés, ils m'ont dit ouais, on y va, carrément. Parce que en fait, j'ai toujours été droit dans mes bottes, toujours compris les missions, leurs besoins, et je leur essayais de leur proposer quelque chose de pertinent. Et même quand eux n'y croyaient pas, ils y allaient. Parce qu'ils se disent, bon ok, s'il m'a dit machin, on va voir. Et pour certains, ils ont fait des missions comme ça qu'ils ont vraiment kiffé. Et donc du coup, j'ai gagné quelques points. Alors c'est facile à gagner Enfin non, c'est pas facile à gagner les points de confiance. Facile à perdre par contre. Donc du coup, j'ai réussi à les garder, ces points de confiance. Et il y a certaines personnes que j'avais pas eu depuis... même plus de 5 ans, et je les ai rappelés, je leur ai dit voilà, je lance ma boîte, et ils m'ont fait confiance, mais direct. Ça, c'était très agréable. Et pour le coup, si j'avais pas fait ça, c'est vrai que ça aurait été compliqué. D'accord. Et du coup, tu proposes quel type de contrat? Est-ce que tu proposes des CDD, des CDI, des freelances? Comment ça se passe? Uniquement des CDI. Okay. Ouais. Parce que, en fait, une fois qu'ils sont recrutés chez Imaya, c'est cool, c'est bien, c'est des gens qui sont passionnés, mais il faut les stimuler. Et donc, du coup, tous les mois, ils sortent de mission, ils viennent ici, dans ces locaux, et on les forme, et ils se forment entre eux, ils se font des slots qui sélectionnent entre eux sur peut-être les personnes qui sont tech, plutôt des slots sur le produit, et sur les gens qui sont produits, aussi des slots tech. Et ça fait partie d'ailleurs du brief, c'est-à-dire, je dis à un product manager, demain on fait un hands-on en Python, ça dure 1 heure, est-ce que tu vas kiffer, ou est-ce que tu vas t'ennuyer? Ouais.
s'il va s'ennuyer, il n'a pas sa place chez nous en fait, parce que il faut qu'ils comprennent. Moi, j'ai besoin qu'ils comprennent le métier des personnes qui sont tech. Et je fais la même question pour les personnes qui sont produits, parce que non, pour les personnes qui sont tech, pardon, parce que s'ils s'ennuient, quand un product manager explique ce que c'est que la discovery, quelles sont les étapes, pourquoi le faire, c'est qu'en fait, il n'aura pas sa place chez nous. Donc en fait, je forme les gens et on investit beaucoup. On investit 5% du chiffre d'affaires. C'est ça que ça représente. Donc dans la formation continue. Je peux pas faire ça avec des freelances, je peux pas faire ça avec des CDD. C'est sur le long terme en fait que ça s'inscrit. Donc du coup, c'est que des CDI que j'ai quelque part accompagnés et qu'on a été exigeant au recrutement. Donc c'est que des CDI que nous avons aujourd'hui. Et c'est quoi la moyenne des salaires des CDI que vous recrutez? C'est très variable, hein, franchement, c'est très variable. Et c'est quoi le minimum? Alors, il y a des exceptions, parce que du coup, bon, je dis ça, mais j'ai quand même des exceptions. Des gens qui sont rentrés après leur stage de fin d'études. D'accord. Ok. Et ça, c'est très rare, mais comme on n'est pas non plus, très fermé sur quand on nous recommande une personne et qu'en plus cette personne nous passe les tests de façon extraordinaire, soit développe le truc le plus vite possible comme on n'a jamais vu et qu'on passe un super moment. Et en plus, j'entends mes collaborateurs me disent en fait cette personne-là, faut pas passer à côté. Bon, ok, on l'embauche et on l'a pris. Donc du coup, on a 2 personnes comme ça qui sont sorties d'école. En 2 ans, c'est presque beaucoup. Mais c'est des gens qui ont un potentiel pour moi de malade et de dingue. Et je suis hyper content de travailler avec eux. Donc en fait, ils sont stimulants, ils apportent autre chose aussi. Donc en fait, les niveaux de salaire des consultants, ça va de 40K à 80, 85 pour les plus seniors. Ça peut aller jusque-là, ouais. Ok, je pense que c'est pas mal quand même. Quand je dis plus senior, ça peut monter à 17 ans d'expérience. Hein. Oui, d'accord. oui. Ouais. Oui, parce que j'ai dit moyenne de 8, mais il y en a qui ont 17 ans d'expérience. Ah oui. Ouais. Et comment on arrive à les fidéliser, en fait, les consultants? Alors moi, je te dirais que c'est un peu trop tôt pour te dire est-ce que je les ai vraiment fidélisés, parce que la société a que 2 ans. Ouais. En moyenne, tu restes dans une société de conseil, toutes les sociétés de conseil que j'ai fait, en moyenne, on appelle ça le churn, c'est 2 ans et demi. Donc tout peut encore se produire, hein, mais après la fidélisation, elle passe par justement les formations continues, la culture de l'entreprise, la fierté aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Donc du coup, c'est pour ça que tu vois tous les événements que l'on fait, c'est des événements qu'on fait avec nos clients. Et le premier slot, c'est quelqu'un d'Imaya qui présente. Et petite un peu nouveauté, toute l'organisation est faite par des personnes d'Imaya. C'est-à-dire, il y a personne, on fait appel à des traiteurs par exemple. C'est les personnes d'Imaya qui vont faire le service, qui vont faire le café. Et c'est eux qui demandent ça. Hein. Ah d'accord, ça me rassure. C'est eux qui demandent. Ils font ça avec plaisir. Et ouais. Et ça leur permet aussi d'échanger avec les gens. Ça leur donne une excuse. Bonne excuse pour échanger avec les gens et donc du coup on est tous habillés pareil avec ce Teddy, tous reconnaissables et donc j'explique à tout le monde si vous avez une question sur la data, sur logistique, vous nous adressez à nous et puis on sera super content de vous aider. Et donc du coup ça leur permet aussi de rencontrer plein de gens dans ces événements là. C'est très risqué parce que du coup ils rencontrent plein de clients, ils se font chasser tous les jours. Mais après, c'est le risque. Et si demain, ils se font recruter par des super gens qui ont une super opportunité, moi, je me dirais, en fait, on l'a aidé et il a grandi. Donc, en fait, je ne vois pas non plus la séparation comme un traumatisme et comme une finalité. Il faut rester. J'ai vu trop de sociétés comme ça. Hein. Moi-même, il y a des moments où j'ai dû quitter des sociétés. Ça va, hein, c'est rien. Hein, je vous aime toujours. En fait, c'est des étapes de vie. Donc, ça arrivera. Donc, il n'y a pas de clause, il n'y a pas ces clauses-là où comme quoi le client ne peut pas te récupérer chez l'ESN. Alors, je les ai mises en place. Okay. Ouais, parce qu'en fait, quand tu recrutes des personnes, tu investis quand même pas mal au démarrage. Et si demain, je le place chez un client et que le client dit tiens, premier jour, un CDI payé 5K de plus, c'est un peu facile, quoi. Donc oui, j'ai mis en place ce genre de choses, mais il est réciproque. C'est-à-dire, c'est aussi très facile pour mon consultant d'aller regarder qui est bon dans la société, de dire tiens, un contrat Imaya à 5K de plus de ce que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est hors de question qu'on fasse des choses comme ça. Donc, je vois ça comme un espèce de pacte de non-agression réciproque. Maintenant, aujourd'hui, je leur dis, il y a certains clients qui me challenge là-dessus et je leur dis ok, moi j'ai quand même assez confiance dans la société que j'ai créée aujourd'hui, je vous fais confiance aussi, j'ai confiance dans mon consultant, si ça doit se passer comme ça et si dès le premier jour il s'en va, ce serait
quand même un peu abusé et ça va casser quelque chose, c'est sûr. Ça ne s'est pas produit. Mais c'est vrai que quand j'étais directeur commercial, on faisait souvent ça, hein, des clauses pour se protéger. Mais je le voyais en réciproque. Je protège aussi. J'ai trop de cas où de sociétés de conseil qui arrivent chez leurs clients et qui essaient de débaucher des gens. Enfin, je trouve ça lunaire. On fait pas ça, quoi. Enfin, et si on me dit que quelqu'un a fait ça chez moi, je suis hyper gêné, en fait. Donc du coup, cette clause-là, elle me permettait de garder des relations commerciales saines sur le long terme. Je ne sais pas si ça te gratte également, mais moi, j'aimerais bien savoir c'est qui les clients d'Imaya aujourd'hui? Alors, quand j'ai commencé Imaya, je me suis dit que j'allais travailler avec beaucoup de jeunes startups scale-up qui ont envie de faire de la data et tout. Et ben pas du tout. Les premiers clients ont été Air France, qui est une grosse société, hein, qui m'a fait confiance parce que j'avais travaillé avec eux auparavant, donc c'était pas non plus. J'ai travaillé avec Air Liquide, pas non plus petite société, et j'ai fini par travailler avec beaucoup de gros. Là aujourd'hui, on travaille avec Le Bon Coin, Decathlon, Verisure, LexisNexis, Ipsen. Donc en fait, que des grosses sociétés bien établies. Et la plus grosse d'entre elles, Thales, auquel je n'avais jamais travaillé. Et pourtant, ils travaillent pas beaucoup avec les petites sociétés. Donc là, je pense qu'ils travaillent avec la plus petite de toutes les sociétés. Mais ouais. Donc en fait, c'est beaucoup de grands clients. En fait, notre positionnement, il est aussi beaucoup sur les phases d'industrialisation. Moi, si tu m'appelles demain pour faire un POC et puis m'en aller, ça va pas être très épanouissant. Moi, les gens, ils ont envie de voir le truc tourner. Ils ont envie d'être sûrs qu'on répond à un besoin utilisateur, comme je disais au démarrage. Du coup, ils veulent travailler pour des projets où il y a de l'enjeu, du change et des grosses. Souvent, c'est en plus la conjoncture économique fait que c'est pas mal des grands comptes qui sont dans cette optique-là aujourd'hui. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait du salaire que tu arrives à te verser par mois? Sincèrement, hein? J'ai expliqué tout à l'heure que j'étais en pleine prise de risque. Du coup, je me suis pas versé de salaire encore. Ah oui. Ah oui. Depuis 2 ans. Ouais. Après, attention, hein, je dis ça, mais il y a quand même la possibilité avec l'État français de toucher ce qu'on appelle l'aide à la création d'entreprise. D'accord. Donc, moi, ma précédente société Tiga, avec qui m'a été OK quand on avait un projet professionnel pour faire une rupture conventionnelle. Donc, du coup, depuis 2 ans, je suis quand même. C'est grâce à la France permet de faire des choses comme ça. Donc, oui, j'ai moins 60%, on va dire, de mon salaire aujourd'hui par rapport à ce que j'avais avant. Donc, du coup, voilà, j'ai cette prise de risque. Mais voilà, donc je touche 40% de mon salaire Mais grâce à l'État. tu es toujours aussi épanoui que quand tu étais directeur commercial? Alors, c'est pas pour les mêmes raisons. Directeur Ouais. commercial, tu pouvais faire beaucoup plus de choses et faire beaucoup moins attention à. Donc aujourd'hui, oui, moi je reste épanoui pour d'autres raisons. Mais voilà. Mais après, c'est un pari pour l'avenir et puis c'est un kiff aussi, hein. Ça, c'est par contre une de mes conditions, c'est si je kiffe pas et qu'en plus je me paye 40% de ce que j'avais avant. Enfin, je me paye pas, hein, mais je récupère aujourd'hui 40% de ce que j'avais avant. Ça serait quand même la double peine. Donc je veux kiffer quand même ce que je fais. Et c'est quoi la durée des missions chez les clients? Ça dépend. C'est des missions plutôt longues. Donc au bout d'1 an de mission, moi je propose de changer parce que s'ils ont rejoint une société de conseil, c'est pour quand même voir et accumuler différentes typologies d'expérience. Donc au bout d'1 an, moi je leur propose de changer de mission, mais en général, elles sont entre 3 mois et des fois plus qu'1 an. Parce que là, il y en a un, ouais, ça fait 1 an et demi, quasiment 2, qui sont sur la même mission. Alors, j'en avais discuté avec eux, ils ont changé de rôle pendant la mission. OK. Et ça, c'est plutôt un cadeau que certains clients font. C'est-à-dire, je prends le cas d'une lead data scientist qui passe côté produit doucement. Ça, c'est cool parce que c'était une de ses volontés. Et c'est pas en changeant de client que je vais pouvoir la mettre sur une autre casquette facilement, enfin en tout cas sans expérience. Donc là, la possibilité qu'elle puisse faire cette transition chez un client, c'est super cool. Donc du coup, on va pas stopper la mission pour une raison de temps. Ouais. Et est-ce qu'il y a une transparence au niveau du TGM? Parce que d'habitude, quand on est en ESN, on se fait vendre. Ouais. Donc, est-ce que les consultants, ils savent ce qu'ils valent chez le client? Ouais, je leur dis quand ils me posent la question. Après, ça veut rien dire, hein, très honnêtement. Il peut y avoir des consultants qui sont seniors avec un TJM peut-être inférieur à ce qu'ils aimeraient, mais moi je leur dis toujours faut penser de façon globale. OK, tu penses avoir un TJM, je sais pas, 100, 200, 300 € moins cher que ce que tu aimerais, mais grâce à ce client, on va peut-être faire des formations, on va peut-être positionner une deuxième personne, on va peut-être avoir un dispositif demain. En fait,
il faut voir les choses de façon globale et pas de façon unitaire. Et est-ce que c'est des embauches sur mission ou plutôt sur Alors, profil? moi, j'étais complètement sur profil au démarrage de la création d'Imaya et je te cache pas que cette année, c'est une année dure quand même. Et il y a certaines personnes très seniors qui pourraient nous rejoindre aujourd'hui, mais c'est un risque que j'ai pas envie de prendre pour les 25 personnes qui sont avec nous aujourd'hui, parce qu'une personne très senior, forcément, a un salaire qui va avec, et si je lui trouve pas de mission, ça veut dire qu'il faut que de toute façon je lui payerai son salaire, c'est obligé, hein, c'est normal, et donc du coup, ça fait prendre un risque pour toute la société. Du coup, pour certaines personnes très seniors, ouais, j'attends d'avoir la mission et ils le comprennent très bien. D'accord. Et est-ce que tu as des consultants qui sont souvent en période d'intercontrat? Et si oui, tu trouves pas ça un peu stressant? Alors oui, c'est stressant tout à fait, mais c'est surtout pas agréable pour eux. Mmh. Parce qu'en fait, ils aiment bien avoir des missions, ils aiment bien avoir donc oui, il y a alors c'est heureusement pas les mêmes, mais oui, il y a des périodes qui peuvent être plus ou moins longues, en intercontrat, et c'est vrai que ça, c'est pas grave et je me bats pour qu'elle soit la plus courte possible, donc et avec eux et ils y mettent toujours de la bonne volonté aussi. Mais oui, c'est pas des périodes simples, même pour eux. Franchement, il y en a, et donc du coup, on parlait du TJM tout à l'heure, ça peut être aussi un facteur, voilà, il va rester en intercontrat encore 2 mois si j'attends, ça fait déjà 2 mois qu'il est en intercontrat, je préfère avoir, une mission, avec en faisant un effort supplémentaire, pour qu'il puisse démarrer un truc, et pour pas qu'il reste, en intercontrat encore parce que ça ouais, je vais la trouver la mission bien, mais voilà quoi, c'est relou. Même du coup, tu prends peut-être des missions courtes, tu prends des formations, tu continues à le former, tu continues à investir, donc oui, je préfère, que cette période évidemment soit la plus courte possible parce elle est pas agréable pour le consultant. Et comment on trouve des missions? Comment on trouve des missions quand on est une ESN? Est-ce que c'est sur Malte comme des freelances ou est-ce que c'est sur LinkedIn? Comment ça se passe? Il y a plein de vecteurs, hein, ouais, je t'assure. Alors non, Malte ne prendra pas, une société comme Imaya dans sa banque, non. En fait, il faut connaître le client, il faut rencontrer le client, il faut gagner sa confiance et lui, trouver une personne aussi, en fait, avoir un alignement des planètes entre son besoin et les personnes que tu as de disponibles ou que tu pourrais avoir de disponibles. C'est une théorie des 7 points de contact. Une personne se souvient de toi quand il t'a vu 7 fois, mais par des canaux différents. Du coup, si C'est du harcèlement. ouais, mais justement, du harcèlement malin. C'est-à-dire qu'il va te voir une fois sur LinkedIn, une autre fois sur YouTube, une autre fois, peut-être, une publication, un meet-up, hein, exactement. Et ça suffit pas parce que tu as pas les 7. Et donc il faut trouver, Faut aller à son mariage. non, 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 mais je veux dire voir la marque quoi, voir la marque Imaya quelque part. Donc il faut être très créatif. Et c'est quelque chose de, qui est dans l'esprit des gens, qui fait qu'aujourd'hui, quand j'appelle quelqu'un, quand je fais du cold calling, je n'aime pas trop ça. Je suis pas commercial de base, donc c'est compliqué pour moi de le faire, et que je finis par dire que je travaille pour Imaya, ils en ont entendu parler. Et ça aide vachement. Et là où je suis le meilleur, c'est quand j'ai rien à vendre. Donc du coup, j'essaie de souvent me retrouver dans cette posture-là, où j'ai rien à vendre et j'ai juste envie de comprendre, quel est ton besoin et comment est-ce que, on peut faire un truc cool ensemble. Donc à partir de là, tu gardes un lien et puis quand tu as effectivement, un consultant qui est disponible, tu lui dis, «En fait, j'ai un consultant disponible, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait, nous aider à trouver une mission cool pour lui?» Et puis des fois, ça se fait comme ça. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle de l'insatisfaction client. Comment tu arrives à gérer cet aspect-là? Parce que les clients, quand ils ne sont pas satisfaits, ils ont raison, ils déboursent beaucoup d'argent. Et du coup, comment tu arrives à gérer ce type de, je sais pas si je peux dire conflit? Si, tu peux, ça peut arriver. Quand j'étais, consultant, et quand, j'étais sur des projets, qui avaient effectivement je sentais venir, soit on n'arrivait pas à respecter une date, soit et que, la société et le SN cachaient les choses sous le tapis, pour que le client soit content. Puis le jour où on doit livrer, on n'a rien. Je me dis: «Mais en fait, c'est complètement con, pourquoi ils l'ont pas dit avant? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de comprendre et de trouver une solution avec le client, plutôt que de cacher les choses et d'arriver dans une situation, où en fait, il a raison de pas être content?» Du coup, moi j'ai pris le parti un peu opposé. Et je l'explique souvent à mes clients. J'explique en fait si j'ai un problème, je sais pas, par exemple demain un consultant démissionne, en fait je vais t'appeler quasiment le jour J, voire le jour J, et j'aurai pas forcément de solution à t'apporter, mais au moins tu seras conscient du problème que j'ai. Et ça peut être un problème qui peut être très rapide, hein. Je sais pas si tu sais, mais dans les 3 premiers mois
ou tu es embauché en CDI, si tu veux démissionner, tu as 48 heures de préavis. Donc moi, il est en mission chez son client, je suis quand même obligé de lui expliquer que si ça se passe pas bien, en 48 heures, il est plus là. Ça m'est déjà arrivé avec Imaya d'ailleurs. Donc en fait, il faut prendre le problème, exposer le problème le plus vite possible pour moi et pour essayer d'anticiper ces risques. Du coup, je préfère appeler les clients même quand je sens qu'un truc ne va pas. J'en suis pas sûr, mais je dis il y a un truc que je sens pas, il y a un signal faible. J'appelle ça comme ça. Il y a des signaux faibles. Essayons de voir si on peut pas. Est-ce que tu l'as observé aussi? Donc j'essaie d'éviter d'arriver dans des situations qui puent parce que je l'aurais pas dit, parce que je l'aurais pas. Donc j'essaie d'anticiper. C'est pas éviter vraiment le terme. C'est j'anticipe pour pas arriver dans ces situations-là qui en fait quand un client est insatisfait, il va en parler à 10. Et est-ce qu'avec les clients grands comptes, on n'a jamais de problème de facturation? Ou est-ce que ça arrive également? Alors, avec les clients grands comptes, si on a des problèmes de facturation, c'est souvent de ma faute. Parce que l'avantage d'un grand compte, c'est qu'il paiera toujours. Ok. Par contre, quand c'est un autre problème, mais il paiera toujours. Donc, ça m'est déjà arrivé quand j'étais directeur commercial d'avoir une société qui a mis la clé sous la porte. Oui. C'est un peu relou quand tu as 200 000 euros que tu peux pas récupérer. Parce que en fait, quand une société est en liquidation et en redressement, la première chose qu'il paye, c'est les salariés. Ensuite, il paye l'État. Et ensuite, il va payer ses créanciers, c'est les gens à qui ils doivent de l'argent. Et en fonction de la santé de tes créanciers, si tu vas bien, t'es dernier dans la liste. Donc, nous, on était une société qui allait bien. Donc, on savait qu'on n'allait pas récupérer notre argent. Mais c'est un peu chiant. Moi, s'il m'arrivait un truc comme ça, ce serait très relou. Du coup, l'avantage avec les grands comptes, c'est qu'ils payeront. Mais l'inconvénient, c'est que le délai de facturation, il peut être long. Justement, tu parlais des erreurs que tu as pu commettre dans le passé, etc. Est-ce qu'il y en a également que tu as commis et que tu pourrais conseiller aux gens de ne pas faire comme toi parce que tu as appris de ces erreurs-là? Aujourd'hui, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas avoir assez de focus et de discipline. Pour moi, un super commercial, c'est un travailleur très rigoureux, avec une discipline de fer, qui est vraiment bien organisé dans sa journée. Et ça, je sais que j'ai un axe de progression vraiment important là-dessus, parce que en fait, prioriser les choses quand tu commences une société, tu as envie que tout soit bien, que tout soit parfait et d'être partout à la fois. Du coup, il faut être organisé très très bien, de façon rigoureuse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut pas lâcher, quoi. Il faut rester rigoureux, discipliné, si possible, autant que ce soit. Moi, ce serait le truc que je recommanderais, c'est en fait bosser de manière rigoureuse et disciplinée le plus possible. Et c'est quoi tes réussites? Celles dont tu es le plus fier, les réussites avec Imaya, justement? Déjà d'en être là aujourd'hui, parce que 25 personnes au bout de 2 ans, c'est plutôt cool. Une société dont j'ai l'impression, je vais pas parler pour eux, tout le monde est plutôt globalement fier d'être dans la boîte. On a des gens qui veulent nous rejoindre, ça c'est super agréable de pouvoir se dire ouais, c'est cool d'avoir pu faire ça et être entouré des bonnes personnes aussi. Ça, j'en suis super fier parce que je suis avec des gens qui sont super, quoi. Et sur le plan personnel, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis que tu as créé ou cofondé cette entreprise? Alors déjà, l'avantage que j'ai, c'est comme je suis, je l'ai dit, 45 ans maintenant, du coup, j'ai des enfants qui sont plutôt grands, une vie qui est plutôt stabilisée maintenant. Elle a été mouvementée, mais elle est stabilisée. Et donc du coup, je peux quand même mettre pas mal mon énergie. Ces 2 dernières années, j'avoue, j'ai beaucoup mis dans la société et j'ai pu m'investir à fond. Ce que j'aurais peut-être pas pu faire il y a 10 ans ou avant, parce que du coup, le fait d'être un peu plus senior, un peu plus mature, ça me permet de pouvoir organiser mon temps un peu différemment. D'accord. Ouais. Moi, je pensais plutôt que c'est quand on démarrait qu'on avait plus de temps pour soi. Et c'est peut-être pour ça que les jeunes, du coup, ils font beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas de contraintes que les adultes. Alors, je pense que t'as une période comme ça. Ouais, t'as une période comme ça où, mais quand t'es jeune, tu sors aussi quand même pas mal. Donc bon, après, Natacha te dira, tu choisis soit d'aller au bar, soit de faire tes vidéos. C'est ça. Voilà. Moi, je faisais les deux. Je pouvais aller au bar et travailler derrière, c'était possible. Mais du coup, maintenant, tu vas moins au bar parce que en fait, les gens avec qui tu es, ils ont une vie familiale et ils travaillent aussi. Du coup, j'ai presque l'impression d'avoir plus de temps et j'ai besoin de moins de sommeil. C'est marrant. J'ai besoin de moins de sommeil.
Pour terminer, en tout cas de mon côté, je voudrais juste que tu répondes tu donnes des conseils aux personnes qui, comme toi, voudraient demain passer du CDI à l'entrepreneuriat. Mon conseil, c'est de surtout rester soi-même, de pas avoir de masque, de pas en faire trop, et de prendre du plaisir parce que les gens te rejoignent parce que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Faut pas faire autrement. En fait, si tu commences à soit jouer un jeu, soit être fatigué, soit pas être bien, pas être en accord avec ses valeurs, ça va être compliqué les prochaines années. Donc moi, mon conseil, c'est surtout d'être en accord avec soi-même et ses valeurs, et du coup de se connaître. Parce que si on se connaît pas bien, bah après on est en dissonance par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est d'être un peu construit, solide, et comme ça permet de donner aux gens envie de te rejoindre et d'être avec toi et d'être ton partenaire. Et quand toi tu vas pas bien, bah lui il ira bien et vice versa. Enfin se tirer vers le haut mutuellement quoi. Et moi c'est mon conseil, c'est ça, c'est de rester soi-même et de prendre du plaisir surtout. Et Sinon c'est d'être prêt à ne pas se verser de salaire aussi, peut-être. un peu ouais. Je souhaite pas non plus, mais oui. Après, quand tu te lances en freelance, par exemple, ça, je l'ai jamais fait. C'est marrant, hein. Ouais, On pourrait donner des conseils, Charlotte et moi. Ouais. Euh, ouais, en fait, bon, ok, j'avoue, c'est cool d'un point de vue peut-être monnaie sonnante et trébuchante, mais ma vision, c'était que aussi, t'as quand même pas mal de frais. Donc tu peux te dire, tiens, je touche, je sais pas, 100 000, mais t'as quand même ouais, Cotisation. ah ouais. Et donc du coup ça ils disent pas tout les freelances, ils ont l'impression. Et puis j'avais aussi l'impression que, et moi je suis très j'ai envie de travailler avec des gens, tu pouvais facilement te retrouver sans collègues, seul, sans forcément il fallait construire une communauté pour moi. C'était pas juste je voulais pas être freelance pour être freelance sans être avec des peut-être une société, mais en tout cas une communauté. Alors si j'avais fait freelance, je l'aurais fait peut-être plus avec d'autres personnes, avec envie de se retrouver, avec enfin donc en fait ouais, j'ai jamais fait, et j'aurais plus voulu rejoindre peut-être une société type Google, type où en fait à l'intérieur Academy. Ouais. T'as un esprit un peu d'entrepreneuriat. Google, il te laisse complètement tranquille. Une fois que t'es dedans, il te laisse tranquille. C'est à toi de te fixer tes propres objectifs. C'est à toi donc voilà. Puis t'as peut-être un esprit dans la société qui est marrant. Peut-être, je ne sais pas. Je travaille pas chez eux. Donc. Ouais. Mais j'aurais peut-être plus fait ça, tu vois, dans mon idée. D'accord. Ok. En tout cas, François, merci beaucoup déjà pour cet accueil, pour cet échange assez inspirant. Émilie et moi, je suis sûre que tes conseils vont nous aider. On vient de démarrer il y a presque 1 an. Ouais. Et je pense aussi que ça va aider ceux qui vont écouter cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de conseils qu'on peut tirer. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est du coup de viser le haut et d'atteindre le ciel, quoi. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous rencontrer et de faire cet échange avec vous.